Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mouhamadou Sall. Mouhamadou Sall est le fondateur de l'école centrale polytechnique d'ingénieurs qui se trouve à Dakar, une école qui travaille dans la transformation numérique et dans les multimédias. Monsieur Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup au Sénégal de transformation digitale, de transformation numérique. Ça veut dire quoi? Bonjour, je salue d'abord les téléspectateurs et je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter. Je suis très content d'être ici à ITV parce que j'ai eu un bon parcours dans la presse, parce que je suis l'ex-directeur technique de la PANA. J'ai accompagné Cheikh Ousmane Diallo durant la phase pilote de la PANA jusqu'en 86, puis il y a eu Passy Mouba jusqu'en 91. Par la suite, je suis allé en Europe, en France, où j'ai eu à réaliser plein de projets de recherche et de développement. Et aujourd'hui, la technologie qu'on utilise, je fais partie des acteurs au niveau de l'Europe. Bon, aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Il faut que l'on comprenne que quand on parle de transformation digitale, c'est d'abord orienté business, orienté métier. C'est quoi? C'est transformer numériquement, disons reproduire numériquement la façon de travailler de l'utilisateur. Donc dans le domaine de la presse, je dirais que la transformation digitale de la presse, c'est reproduire tout le processus rédactionnel de façon numérique. Voilà. Mais ce n'est pas simplement avoir un PC, une imprimante, un scanner, j'imprime, machin. Non, ça c'est pas de la transformation numérique. Ça demande quoi, la transformation numérique? La transformation numérique, comme je l'ai dit, c'est d'abord étudier le processus. Si aujourd'hui on me demande de réaliser la transformation numérique d'une rédaction, ou bien d'une école, ou bien du tourisme, etc., la première des choses, moi en tant qu'ingénieur, il me faut comprendre la façon de travailler de l'utilisateur. C'est à partir de ce moment-là, une fois que j'ai compris comment il travaille, que j'utilise la technique comme moyen pour reproduire son environnement de travail. Donc une fois que c'est reproduit, il ne doit pas poser de questions pour comprendre. Je vous cite un exemple. L'UNESCO m'avait confié une de mes dernières missions au Maroc, l'agence Maghreb Arab Presse. Parce que l'UNESCO, je pense, devait leur financer pour leur banque de données, base de données. Quand je suis allé là-bas, quand j'ai vu le système rédactionnel, c'est incroyable parce que les journalistes avaient une fiche qu'ils avaient collée au mur pour comprendre les différents menus. J'étais avec les ingénieurs, je leur ai dit, mais vous, est-ce que vous avez discuté avec les journalistes avant de faire ça? Bien sûr. Vous savez, il ne faut pas prendre en otage les utilisateurs. Ils sont venus. J'ai posé la question, mais j'ai dit, je suis désolé, mais ça, c'est n'importe quoi. Et toute la presse, toute la rédaction m'a soutenu. J'ai dit, ça, on reprend le logiciel à zéro. J'ai dit, c'est inadmissible que pour utiliser un outil, eh bien, que je me rappelle des touches. Si l'utilisateur met du temps pour comprendre, c'est ce qu'on a fait, ça ne vaut rien. Oui. Je vous cite un exemple. Aujourd'hui, tout le monde utilise Teams, Google Meet. Mais moi, dans mes recherches, je les ai analysés. Pour moi, ce n'est pas un outil pour l'enseignement. Ça marche, mais ce n'est pas un outil pour l'enseignement. Ça, c'est de la visio. Voilà, parce qu'en télécom, il y avait la téléphonie, puis la visio pour savoir. En fait, on a rajouté des fonctions de partage d'écran. Donc, c'est un bon outil de travail. Mais normalement, moi, en tant qu'enseignant, quand je clique tout de suite, je dois voir mon environnement de travail, c'est-à-dire le tableau, les outils, etc. C'est ça. Voilà. Donc, moi, si je devais... D'ailleurs, j'ai eu à le faire, hein, et on l'a déployé dans 13 universités européennes. On l'a testé. J'avais comme site pilote 13 universités européennes. Ma société était prime contracteur. On gérait l'aspect organisationnel et l'aspect technique, c'est moi-même qui gérais. Donc, on l'a déployé dans plusieurs... Si aujourd'hui je devais noter, c'est pas bon. À refaire. Ne serait-ce que la partie visible. Parce que le meilleur des ergonomes, parce que j'ai vu des projets capoter à cause de... Ça paraît banal, l'interface utilisateur. J'ai vu des projets capoter à cause de l'interface utilisateur. Je ne citerai pas mon client. Je vais le citer, c'est la Société Générale de France. Vous savez, avant, ils utilisaient tous des IBM. Si vous allez dans les stations, c'était des écrans noirs, qu'on appelle écran 3270. Et puis en centrale, vous avez les grosses machines IBM. Il fallait tout reprendre.
Ça, c'est juste après l'avènement du web. Parce que le web est apparu en 1994. Ça, c'était mon deuxième projet web. Ici au Sénégal, on parle de plus en plus de digitalisation. D'ailleurs, il y a une rencontre qui est tenue à Dakar, le New Deal technologique. On parle de digitaliser pratiquement tout le processus. Avant-hier, le Premier ministre a reçu des responsables pour parler de la digitalisation de l'état civil. Bien. Bon. Moi, j'ai été à Diamniadio. J'ai relevé un certain nombre de mots-clés. Mais la priorité des priorités, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans l'ère du numérique. Et tout le monde est acteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son WhatsApp, a son téléphone, etc. Et comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, je peux ne pas avoir de véhicule, mais il me faut comprendre le code de la route. Le numérique, c'est un autre paradigme, un autre comportement. Et progressivement, le papier va disparaître, avec ses avantages et ses risques. Je dis bien, et ses risques. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord que les gens comprennent ce que c'est. Comment se comporter. Et puis, faire une analyse de risque. Analyse de risque, il faut le faire. Sûrement, c'est fait. Hein? Comme je vous ai dit, hein, attention, vous avez un document. La principale richesse, c'est les données. Vous perdez vos données, vous avez tout perdu. Hein? Il faut se débrouiller pour s'assurer qu'on ne va pas perdre ces données, sachant que la sécurité n'est pas garantie à 100%. Cependant, on peut réduire la surface d'attaque. Et l'utilisation des terminaux mobiles, mais ça élargit la surface d'attaque. En particulier, n'est-ce pas? En particulier, bon, aujourd'hui, tout le monde a son téléphone et souvent, je vois des gens qui demandent « Ah bon, je vais me connecter sur votre réseau. » Attention, je vois parfois des comportements assez bizarres. Donc, la transformation digitale, comme je l'ai dit, c'est transformer la façon de travailler, le processus. C'est le processus qu'il faut travailler. Voilà. Donc, c'est d'abord orienter business. En fait, business, ça veut dire métier. Orienter métier. Voilà. Parce que vous parlez tantôt de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut que la population soit informée, qu'elle ait l'information par rapport aux enjeux de la numérisation, de la digitalisation, pour qu'elle puisse adhérer, pour que ça puisse se faire, c'est ça? Il faut qu'il se l'approprie. Et puis, attention au comportement. Je dis aujourd'hui, WhatsApp, on m'envoie des partager. Il faut faire attention là. Partager. Il y a des risques. Hein? Moi, je peux demander à un de mes élèves de me faire un payload, je vous l'envoie, je prends le contrôle de votre téléphone. Chaque fois qu'on m'envoie partager, c'est pas possible. Bon, partager. Il ne faut pas partager n'importe quoi, ça c'est un. C'est-à-dire, c'est d'abord un comportement. Comme je dis, même si on n'est pas technicien, c'est un comportement, ça c'est un. Et puis faire très attention, très attention. J'ai dit, c'est l'affaire de tous. Moi, j'ai une école, certes. La barrière entre ceux qui ont fait des études scientifiques et non scientifiques, il faut faire très attention. Dans mon école, certes, j'ai une prépa, là c'est pour les bacs scientifiques. Mais il ne faut pas écarter ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Eux aussi, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont passionnés par le numérique et qui n'ont pas fait de bac scientifique. Il y a encore de la chance pour eux. C'est pourquoi moi en BTS, il y a des résultats extraordinaires. Donc aujourd'hui, un, il faut la sensibilisation. Deux, bon, on parle de souveraineté numérique, mais il y a plusieurs niveaux. Par définition déjà, c'est quoi? C'est pour pouvoir exercer ses droits régaliens dans le cyberespace. Ça, c'est un autre débat. Mais, souveraineté numérique, mais les terminaux, il est hors de question de les fabriquer ailleurs. On peut les fabriquer ici. Les terminaux, on peut les fabriquer ici. Bon, j'ai vu qu'au niveau couverture télécom, il reste encore des poches. Ça, il n'y a pas de souci. C'est faisable. Mais seulement, il faut assurer une bonne qualité de service. Ça, c'est un. Et puis, bien sûr, il faut réduire les coûts. Un des facteurs qui a fait capoter la panne, c'était le coût de télécom. D'autant plus qu'il y avait une recommandation politique. Il ne fallait pas que l'information sorte du continent. C'était là. Je suis désolé, hein, ça c'est une de mes principales critiques. Parce que le principal, c'était quoi? C'était l'information. Au lieu de privilégier l'information, mais si vous allez dans une agence de presse, là, vous allez voir satellite, câble sous-marin, etc. Heureusement, maintenant, qu'on a l'Internet. Hein? Donc, il n'y a plus de support papier. Et puis, les coûts de télécom ont été réduits. Bon, et comme je dis, attention, il y a aussi analyse de risque. Attention. Vous savez, conserver du papier dans la durée, c'est plus facile que de conserver des documents électroniques dans la durée. Ça, je vous le dis. Et ça, c'est un challenge, je vous dis.
Parce qu'aujourd'hui, le document que vous avez écrit, il dépend du cycle de vie du logiciel qu'il a créé. Ah, vous avez vu, hein, à un moment donné, il y avait les floppy disks, il y avait machin, tout doucement. Aujourd'hui, ça a disparu. Bien. Aujourd'hui, supposons que ce soit dans le domaine des archives, vous voulez garder les documents pendant X années, d'accord, vous l'avez créé maintenant, dans 10 ans, 20 ans. Comment vous allez l'ouvrir? À voir. Tout ça, c'est des enjeux. Et dans votre papier, vous disiez que l'expertise en logiciel et cybersécurité, les prérequis pour une transition numérique. Oui. Vous disiez qu'entre la dépendance et la souveraineté numérique, un enjeu crucial pour les pays en développement, si les GAFAM règnent en maître sur le marché des technologies du numérique, quelle marge de manœuvre reste-t-il pour les nations du Sud? Ça, très bonne question. Il faut qu'on comprenne. Le challenge, c'est le logiciel. C'est le logiciel. Il ne faut pas qu'on se trompe. Que ce soit cybersécurité, intelligence, c'est la base, c'est le logiciel. Aujourd'hui, quand on parle des GAFA, c'est le logiciel. C'est Microsoft qui fait le logiciel, qui fait Google Maps, tout ça. C'est du logiciel. J'ai dit c'est une question pertinente parce qu'on parle d'innovation. Récemment, nous avons reçu au API, j'ai 3 de mes élèves, j'estime qu'ils pouvaient déposer un brevet. Mais c'est tourné vers le logiciel et puis on me dit, ah non, à l'OAPI, parce qu'il y a l'ASPIT qui représente l'OAPI. Ils disent, bon, à l'OAPI, on ne brevette pas les logiciels. Je dis, alors c'est la catastrophe. Sans logiciel, il n'y a pas de numérique. Sans logiciel, il n'y a pas de numérique. Ça, c'est un. Parce que toutes les innovations, c'est du logiciel. Mais est-ce que les pays africains maîtrisent le logiciel? Est-ce qu'ils ont leur logiciel? Voilà. Mais justement, disons, c'est l'OAPI, l'organisation. C'est lourd. Je dis, bon, il faut qu'on fasse une recommandation pour que le Sénégal porte le projet, pour que le logiciel soit breveté. Par ailleurs, on parle d'économie numérique, on parle d'économie numérique. Attention, l'économie numérique, c'est quoi? Mais c'est des services. Aujourd'hui, le marché des services, c'est internationalisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui fournissent des services. Et pour y accéder, il faut aussi du logiciel, des API pour aller chercher les services. Mais si on ne maîtrise pas comment réaliser un service, comment développer pour accéder à un service, ce n'est pas possible. Alors, on va encore dépendre. En tout cas, je demeure convaincu, vu compte tenu de mon parcours. Moi, j'ai fait presque le tour du monde à la recherche du savoir. Les gens de ma génération, leur documentation, mais c'est impressionnant. Aujourd'hui, tout est gratuit. C'est ce que j'ai dit aux jeunes là. J'ai dit aujourd'hui, si j'étais étudiant, moi, aujourd'hui, mais je reste ici, j'ai tout. Oui. Mais parce qu'on parle souvent de l'emploi des jeunes par rapport au numérique, entre autres. On a vu l'enjeu qu'il y a en Inde par rapport aux jeunes Indiens qui sont partis à la Silicon Valley. Si on regarde aujourd'hui aux États-Unis, la plupart des ingénieurs viennent de l'Inde ou des Chinois. Mais qu'est-ce qui empêche à l'Afrique aussi de former ces ingénieurs? Je dis et je persiste. L'offre d'emploi est une réalité. Je dis que ça fait plus de 25 ans. L'offre d'emploi est une réalité. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai un projet, je n'ai pas envie de faire du bruit, mais j'ai eu un projet pour mettre en place une Silicon Valley sur la petite côte. N'est-ce pas? J'ai galéré. Et là, j'avais un bon groupe. Attention, j'ai un gros groupe de la diaspora. Chaque seconde, comment faire pour développer l'Afrique? Nous ne sommes pas prétentieux. Ça fait plus de 20 ans, dans tous les domaines. Soit dans le domaine du numérique, soit dans le domaine du médicament, etc. Et je reviens dans ce que je dis. Aujourd'hui, l'offre d'emploi est une réalité. Si Atos est ici, ce n'est pas pour rien. Atos, c'est pas pour rien. Moi, je suis un ancien de la société Atos. On est plus de 100 000 ingénieurs. Hein? On est plus de 100 000 ingénieurs. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a un appel d'offres, on répond. Mais ici, bon, quelque part, au Sénégal ou ailleurs, bon, on a des experts qui coûtent moins cher que ceux qui sont de l'autre côté. Et ça, c'est un grand marché. Aujourd'hui, bon, moi j'entame la 6e année de fonctionnement, je touche du bois. Moi, tous mes ingénieurs travaillent, hein, qu'ils soient ici, qu'ils soient en France. Parce que j'en ai qui sont en France, j'en ai qui sont ici. Est-ce que le numérique justement peut être un bon vivier de création d'emplois pour les jeunes Sénégalais? Oui, à tous les niveaux. De mon point de vue, c'est possible. Les ingénieurs, j'ai dit encore logiciel, j'insiste, c'est le logiciel. Logiciel, évidemment, protéger la principale richesse, les données, il faut déjà maîtriser ça. L'intelligence artificielle, tout ça c'est du logiciel, il faut le comprendre.
Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui font des études d'ingénieur. Et comme j'ai dit, le BTS, il faut l'ouvrir aussi aux jeunes. Il y a même ceux qui ne sont pas encore, enfin, qui n'ont pas eu la chance d'aller loin. Comme vous l'avez constaté, je crois qu'il y a la fondation Mastercard qui fait des efforts, n'est-ce pas? Disons que c'est encore peut-être un peu embryonnaire, mais je veux dire, aujourd'hui, si vous allez à Bangalore, hein, il y a 25 ans, c'était un petit village. Mais il faut voir, ce sont les étudiants indiens qui invitaient leurs collègues, leurs condisciples à venir en Inde. Et à l'époque, je ne sais pas, hein, à l'époque, il y a l'État indien qui disait qu'ils ont raté l'ère de l'industrialisation. Par contre, il est exclu qu'ils ratent l'ère de l'information. À l'époque, il y a 25 ans, c'est l'État qui prenait en charge les grands instituts de formation à l'époque. Voilà. Quand on parle de l'économie de la connaissance, n'est-ce pas? Voilà, c'est déjà d'avoir de bonnes compétences, n'est-ce pas? En grande masse, n'est-ce pas? Une grande masse de compétences. Vous disiez que il faut de la formation. Oui. C'est la formation qui peut régler la question du chômage. Absolument. Formation à tous les niveaux. Il faut la formation. La formation, c'est le minimum. N'est-ce pas? C'est la principale richesse. Et j'ai l'habitude de dire, parenthèse, hein, la petite Jariso, quand elle était en première, à l'époque, l'école existait, mais on n'avait pas démarré. On avait offert une bourse. J'étais encore à Paris. J'ai quitté Athos en fin 19. On me l'a passé, son papa. Je lui ai dit, là, vous avez le meilleur des passeports. Et c'est ce que je dis encore aux jeunes. Ça, c'est encore mieux que de... Mais vous pouvez même aller à Nicaragua avec. On va vous ouvrir la porte. Quand vous êtes formé et bien élevé, mais vous pouvez aller où vous voulez dans le monde. Vous serez reçu. Vous allez trouver du travail. Aujourd'hui, l'offre d'emploi transcende nos frontières. Là. Ouais. On parle aussi de la formation au Sénégal concernant beaucoup de gens qui ont fait la formation littéraire, qui peuvent être reconvertis dans le numérique pour chercher du travail. Parce qu'on a l'impression qu'au Sénégal, les filières universitaires, la plupart des gens font droit, font lettres modernes, font sociologie, géographie. Ils chôment. Et vous pensez que ces gens-là, on peut les reprendre, leur faire une formation numérique et ouvrir des portes? Reconversion en masse, oui. Oui, moi c'est ce que j'ai voulu. J'ai déposé le dossier, mais c'était un peu tard. Reconversion en masse, sans problème. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de, de diplômés, mathématiques, sciences, etc. Aujourd'hui, j'ai des étudiants qui viennent de l'UQAD, ils sortent, ils ont du travail. Ici, aujourd'hui, j'ai quelques élèves qui viennent de l'UQAD, ils viennent chez moi. Et là, ils sortent, ils ont du boulot. Il y en a un ils avaient la licence, ils sont venus. J'en ai encore actuellement 2. J'étais avec eux tout à l'heure en classe, aucun problème. Donc il faut revoir le contenu, attention. Que ce soit l'UQAD ou même les universités françaises, attention. Maintenant on a compris. Parce qu'aujourd'hui dans les universités et surtout dans les écoles d'ingénieurs, les grosses sociétés comme Atos ont une chaire. Moi j'ai eu la chance, c'est moi qui gérais la chaire Atos. C'est moi qu'on désignait pour aller donner des cours. Et jusqu'à cet instant, je donne des cours en France, je fais des allers-retours. C'est pourquoi j'ai des écoles partenaires. Voilà, donc la reconversion, bon, ce qui fait que il y a des formations que l'entreprise faisait. Mais cette formation, maintenant, on le fait à l'école. Ce qui fait que l'élève, à la sortie de l'école, il est déjà opérationnel. Et en général, en dernière année d'école d'ingénieur, vous avez un semestre de spécialisation. Et le deuxième semestre, en fait, c'est un semestre de stage dit stage de pré-embauche. En général, quand on vous prend en stage, on vous embauche. Je prends le cas d'Atos ici. Atos avait prévu d'avoir 2000 ingénieurs en 2020. Mais on a démarré progressivement. Il y a plein de diplômés qui sont venus, mais le contenu n'était pas adéquat. Pourquoi? Non. C'était le contenu. Donc, au lieu de démarrer avec 2000, on a démarré, je crois, avec 50 et progressivement, là, je pense qu'ils sont à peu près 50. Hein. Ici, à Dakar, hein, je pense. Moi, j'étais à Atos, France. Hein. Voilà, ce sont mes collègues qui sont venus ici pour recruter les Mansour, etc. Voilà. Donc, l'objectif, c'était 2000 ingénieurs bien formés. D'ailleurs, je suis content parce que la plupart, il y a certains qui ont quitté parce qu'ils ont pu acquérir de l'expérience. C'est à travers l'expérience qu'on apprend. Ici au Sénégal, aujourd'hui, la stratégie numérique qui a été mise en place, vous pensez qu'il peut faire bondir, faire avancer le pays? Bien sûr.
Comment? Moi, j'y crois, j'y crois. Comme j'ai dit d'abord, il y a un certain nombre de prérequis, n'est-ce pas? Il y a d'abord, comme j'ai dit, sensibiliser les gens. Il faut les former. Ensuite, je veux dire, les équipements. Les équipements, ça c'est de l'électronique, hein, électronique, microélectronique. Il faut les faire ici. Les terminaux. Oui, les terminaux. Et ça, j'ai dit, c'est possible. Hein. Ça, c'est Qu'on possible. peut, à partir du Sénégal, fabriquer des ordinateurs et tout. Oui, je vous ai dit, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai un bon groupe. On fait de la recherche et développement. Déposer ici, on va vous amener ici des terminaux extraordinaires qui sont brevetés. On peut les réaliser ici, il n'y a aucun problème. Donc, il y a les terminaux. Et puis, quand même, assurer la couverture nationale, réduire les coûts. Ce qui fait que, voilà, et puis former les gens, tout le monde. Oui, parce que le Sénégal se plaigne de plus en plus des coûts élevés de l'Internet, d'accès à Internet qui est très cher. Oui, ça, c'est le téléphone coûte très cher. C'est ça qui a collé la panne. Les coûts de télécom, il faut réduire. C'est-à-dire à l'époque, on a dit, on ne veut pas que l'information sorte de l'Afrique, mais il fallait jouer les jeux, baisser les prix, mais ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait que tout ce qui était prévu, satellite, machin, finalement, on passait par onde décamétrique. Et on avait une liaison Mermoz qui allait directement vers le centre émetteur de Rufisque pour balancer dans toute l'Afrique, alors que ce n'était pas ça qui était prévu. Bon, par contre, au niveau de l'Afrique australe, quand même, c'était différent. Ils ont fait un grand effort, ils ont réduit les coûts. Et puis, ils ont beaucoup participé à la libération de l'Afrique du Sud. Donc, quoi. Donc, il faut un effort. Mais il reste qu'au Sénégal, le coût de l'accès à l'Internet est encore cher. C'est cher. Et toujours le téléphone est encore cher. C'est cher. Alors dans d'autres pays en Europe, l'Internet est gratuit. Attention, c'est cher. Et ça bloque. Ça va bloquer. Comme j'ai dit, on parle de souveraineté numérique, de réduction de la fracture. Il faut déjà réduire la fracture ici. C'est-à-dire avoir facilement l'outil de travail qui est le terminal. Et puis, l'accès Internet, aussi, ça fait partie de l'outil de travail. Si la couverture n'est pas assurée ou bien si les prix de la connexion sont élevés, on est bloqué. Il y a de plus en plus aussi des Américains qui s'intéressent en Afrique par rapport justement à ces ressources Internet. On a vu Starlink avec Elon Musk qui a signé un contrat récemment au Tchad pour fournir pratiquement de l'Internet gratuit aux Tchadiens. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces sociétés puissent venir au Sénégal aujourd'hui et être des concurrents à ceux qui sont là? Ah oui, ça, en tout cas, je pense que la balle est dans notre camp. Hein. La balle, parce que quand même, la Sonatel a fait un travail extraordinaire parce que je pense bien que le réseau, les câbles, la fibre a été déployée depuis 1997, sauf erreur de ma part. Entre 1997 et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dommage, hein, on aurait pu avancer. Et puis surtout, voilà, promouvoir la jeunesse, n'est-ce pas? On forme les jeunes. Pourquoi? Pour qu'après leur formation, ils trouvent le travail ou bien ils se mettent à leur compte. Parce que dans la tradition d'ailleurs, avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas de chômage, hein, parce que chaque famille avait son entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, disons, l'économie, l'argent se trouve dans les pays développés. Si on a une bonne masse critique de compétences, ici en Afrique, voilà, un peu comme le font les Indiens. Les données aussi sont importantes, les données. On en avait parlé, surtout la maîtrise de ces données. On a vu qu'on a installé quelques data centers ici au niveau de Diamniadio. Oui. Est-ce que le Sénégal a une maîtrise de ces données? Bon, disons, avoir un data center, c'est très bien. Mais le data center, c'est surtout une protection physique. C'est un hébergeur. Oui. Mais les données, ils circulent. Hein? Ils circulent. Il y a le logiciel qui l'a traité. Et ça circule. C'est-à-dire qu'il faut le maîtriser techniquement. Je vous cite un exemple. Vous êtes au courant. Il y a eu une attaque au niveau de l'UA. Demande de rançon. Les données pourtant étaient dans le data center. Blocage. Demande de rançon, 3 millions de dollars. Heureusement que l'UA n'a pas payé. Il y avait une sauvegarde au niveau de Nairobi, mais il a fallu payer 6 millions de dollars pour la reprise. Attention. Ce qu'on appelle le plan de reprise des activités. Les activités sinistres, tout bloqué. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est bien, avoir un data center, c'est très bien, mais la sécurité n'est pas assurée à 100%. Elle n'est pas assurée à 100%. Parce que les données, le logiciel qui traite les données lui-même, il faut le maîtriser. Et je précise, le long du trajet des données,
le point le plus sensible, c'est le logiciel. Pourquoi? C'est le logiciel. C'est pas pour rien. De temps en temps, on vous envoie des correctifs. C'est pour corriger. Aujourd'hui, si on va attaquer, par exemple, un service, un département, mais c'est devenu beaucoup plus facile. On ne passe pas par le réseau, on passe par le serveur web, le site web lui-même. Si le logiciel est mal écrit, à partir du site web, on peut tout faire. Si c'est mal écrit, on peut même accéder, récupérer les mots de passe et tout. Et même sans mot de passe. Sans mot de passe. Si le site web, le code du site web est mal fait, mais on peut facilement attaquer. Donc c'est d'abord le logiciel l'enjeu. C'est très important. Voilà, merci M. Mohamedou Sall d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le père fondateur de l'école centrale des polytechniques, des ingénieurs du Sénégal. Vous avez travaillé avec la PANA, vous faites partie de ceux qui ont permis la digitalisation de la PANA. Et ensuite, vous avez travaillé aussi à la MONIC, le fameux Monique de Amadou Matarbo, qui a aussi été un combat qu'il a mené aussi pour l'accès à l'information pour tout le continent africain. Merci d'avoir été fait sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.